Bienvenue dans la Zone Fantastique, un podcast proposé par le Blog du Cinéma, où il est question, comme son titre le laisse supposer, de cinéma fantastique. Chères auditrices et chers auditeurs, cette semaine je vous propose un épisode spécial de la Zone Fantastique, puisque nous allons passer en revue la programmation de la 12e édition du Paris International Fantastic Film Festival. Du 12 au 6 décembre, le PIF donnait rendez-vous aux amateurs de cinéma de genre, en tout genre. Retour sur une programmation éclectique à travers 10 films poétiques, drôlatiques, caustiques, terrifiques et bien entendu, fantastiques. You've been on my mind recently. Yeah? You keep popping up in my dreams. You don't do anything, you're just there. So, this specific person, the remarkable nobody, I've also had that experience. Do you have a picture? Have you been dreaming about me? Have I been dreaming about you? Yeah. En ouverture du festival, les cinéphiles ont eu le plaisir de découvrir la nouvelle excentricité des studios A24, Dream Scenario, où un professeur d'université pas vraiment charismatique apparaît dans les rêves de millions de personnes à travers le monde. Troisième long métrage du Norvégien Christopher Borgli, cette variation du concept des griffes de la nuit, façon comédie hipster new-yorkaise, est à considérer à l'évidence comme une parabole sur la célébrité et la propagation des scandales dans le monde américain actuel. Et c'est sans doute parce qu'il colle de trop près à cette thématique, alignant les étapes attendues dans le parcours de ce Monsieur Tout-le-Monde projeté dans l'inconscient collectif, que Dream Scenario se vide progressivement de son intérêt et de son charme dans sa deuxième moitié, après une première partie pourtant débordante d'idées, oscillant entre surréalisme et grotesque, provoquant vagues de rires successifs dans la salle du Max Linder, sans nuire pour autant à la tenue de l'intrigue et de la tension. Ne soyons donc pas trop sévères avec Dream Scenario s'il n'arrive pas à garder sa folie jusqu'au bout, car il n'est pas avare de séquences originales et mises en scène avec soin, et offre un rôle mémorable à Nicolas Cage, jouant avec brio de sa persona et de son goût pour les losers, avant de nous cueillir par l'intensité de son regard blessé. Pour celles et ceux qui n'ont pas vraiment été conquis par le Monsterverse de Warner Bros ces dernières années, le PIF proposait de découvrir un Kaiju Eiga directement importé du Japon et produit par les mythiques Toho Studios. Comme son titre l'indique, Godzilla Minus One ressuscite une nouvelle fois le monstre atomique qui a terrifié des générations d'architectes et d'urbanistes japonais. Et l'on constate avec jubilation qu'il suffit de 15 millions de dollars à la Toho pour concurrencer les blockbusters américains les plus spectaculaires du moment. Et les cinéphiles lassés par les dernières livraisons d'Hollywood seraient d'ailleurs inspirés de jeter un œil à ce Kaiju Eiga en bonne et due forme, puisqu'il leur proposera des partis pris dans le ton et le visuel aux antipodes des tendances hollywoodiennes actuelles. Le réalisateur Takashi Yamazaki situe ainsi son intrigue en 1947, dans un Japon encore ravagé et hanté par la Seconde Guerre mondiale, et choisit pour héros atypique un kamikaze déserteur. Certains regretteront peut-être que le film verse trop dans les enjeux et les valeurs du film de guerre, au détriment de sa composante film catastrophe. D'autres y verront même des élans dramatiques grandiloquents et désuets, mais une chose est sûre, Godzilla Minus One ne manque pas de gueule. I'm sorry you have to be here. I know it's not your ideal Christmas. Plans change. These things can't be helped. We're gonna have fun, I promise. Christmas killers strike again. They pick a house with a nice couple in it, and then they slash them up. It's freaky enough around here as it is. You're not supposed to be down here. What are these? The books they don't want us to read. Aficionada du cinéma d'horreur, de La Dernière Maison sur la Gauche à Suspiria, en passant par Ne nous délivrez pas du mal, l'américaine Jen Wexley signe avec The Sacrifice Game un hommage à ses références des années 70, à l'instar de son compatriote Mickey Keating, avec lequel elle a justement travaillé au poste de productrice. Au programme, une bande de meurtriers qui parcourent les routes pour perpétrer leurs actes barbares jusqu'à atteindre leur point de chute dans une école pour jeunes filles le soir de Noël. Au-delà de cette base de récit à classer dans le home invasion et des éléments de survival horror qui en découlent forcément,
Finalement, Wexley remplit ce huis clos et réussit à maintenir la tension du récit avec des enjeux fantastiques autour de la sorcellerie et des rites sataniques. Si la mise en scène et les effets horrifiques manquent trop souvent d'inspiration, on perçoit tout de même une sincérité qui rend le projet éminemment sympathique, sans se priver pour autant de laisser transparaître un fond d'ironie bon enfant. Et on retiendra surtout la prestation de la toute jeune Georgia Hacken, entremêlant la fragilité et l'angoisse dans la grande lignée des adolescentes versatiles du cinéma d'horreur. Autre hommage au cinéma des années 70, et provenant également des États-Unis, The Last Stop in Yuma County était présenté lors d'une des séances parallèles, occasion pour le PIF de proposer des films sans arguments fantastiques, mais forts d'histoire et de mise en scène dont se régalent les festivaliers. Le réalisateur Francis Kalupi extrait la quintessence de ses influences, de Sam Peckinpah à Terrence Malick, avec une pointe de Tarantino pour planter le décor d'une Amérique de truands, de paumés et de gens simples, où l'Ouest sauvage n'a jamais été vraiment civilisé. Une majeure partie du récit se résume à un huis clos dans un diner au milieu du désert, où se croisent un représentant de commerce, un duo de braqueurs et un couple de Bonnie and Clyde en herbe, soit un concept de film cocotte minute, attisant notre attente de l'explosion de la violence, un exercice vu maintes fois sur les écrans, mais ici parfaitement maîtrisé et photographié, ce qui est d'autant plus admirable au vu des moyens limités de cette petite production indépendante. Au-delà de l'exercice formaliste, The Last Stop in Yuma County tire clairement sa réussite de son ironie mordante et de son jeu savoureux sur les clichés. Oh, c'est quoi tout ça, Ali, là? Quoi, ça t'intéresse les bestioles? Oh, mais ça m'intéresse à mort. Fais gaffe quand même, hein. T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Let's go. Comment t'as fait pour pécho ça? Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre. Non mais tu sais qui leur parle? Pas sérieux. Je te promets meuf. Le cinéma de genre français était particulièrement bien représenté cette année au PIF, puisque les bestioles à 8 pattes de Vermine ont assurément réussi leurs effets sur le public du Max Linder. Le réalisateur Sébastien Vanitschek était présent pour présenter son premier long métrage, accompagné de son co-scénariste Florent Bernard et de 3 de ses comédiens dont la jeunesse et le talent pèsent autant dans la balance pour la réussite du film que la myriade d'araignées envahissant progressivement l'écran. Assumant totalement son concept horrifique sans avoir besoin d'y superposer une couche réflective, Vermine est un divertissement des plus réussis, proposant un savant dosage d'humour, de frissons et d'action, sans temps mort, ni sortie de route prétentieuse ou hors de propos. On rit certes, mais grâce à la qualité des dialogues et de la caractérisation des personnages, et jamais les situations, aussi improbables soient-elles, ne tournent en dérision le traitement genrifique, merveilleusement servi par le travail de Vanitschek sur l'ambiance oppressante et le dynamisme du spectacle. Ancré dans un contexte social et urbain crédible, Vermine est une preuve de plus, s'il en fallait encore une, que le cinéma de genre français n'a pas besoin d'effacer son décor pour que le fantastique, l'horreur ou l'action déploient leur efficacité. Nekem csak olyan napjaim vannak. Hisz a halál utáni életben. Olyan dolgok történtek az elmúlt napokban, amit most nehéz lenne elmagyarázni. Le cinéma de genre, ça n'est pas seulement des chocs et des frissons, et le réalisateur hongrois Isti Madaras a choisi d'insuffler du fantastique dans sa comédie romantique Halfway Home. Une histoire d'amour un peu particulière, puisqu'elle concerne le veilleur de nuit d'une morgue ayant reçu pour mission divine d'aider les morts remplissant les tiroirs de l'établissement à clore leur projet inachevé pour atteindre l'au-delà. Avec sa direction artistique soignée et son esthétisation de ce joyeux petit monde de démons, de sorcières et de fantômes attachants, Madaras élabore un conte filmique où les superstitions de son pays se combinent aux turpitudes du monde contemporain. Paradoxalement, son scénario alambiqué et sa mythologie fréquemment enrichie par de nouveaux éléments empêchent parfois la poésie de s'installer et d'oser des variations de ton plus audacieuses. Mais on apprécie tout de même cette catégorie de films où les repères de l'enfance ne sont jamais bien loin, d'autant plus quand elle sert de soupape de décompression entre 2 séances du PIF, plus sombres et plus éprouvantes. Ce qu'on aime également dans les festivals comme le PIF, c'est découvrir des objets visuels atypiques, d'improbables cauchemars portés sur pellicule. Et cette année, le Britannique Robert Morgan a frappé fort avec Stop Motion. Sa protagoniste Ella est la fille d'une grande cinéaste spécialisée dans l'animation image par image. Ella veut se prouver à elle-même qu'elle peut dépasser le rôle d'assistante de sa mère et réaliser son propre film. Et ce douloureux processus créatif va rapidement plonger la jeune femme dans une folie où tout ce qui doit prendre vie dans son œuvre nécessite destruction et autodestruction de ce qui vit dans le monde réel. On peut classer Stop Motion
motion dans le genre body horror, puisqu'il joue sur les déformations et les dégradations de la chair, et travaille plus largement sur les textures perturbantes, reflet de la perception de plus en plus troublée d'Ella. Au-delà des questions relatives à la création artistique et à l'ego de l'artiste, Robert Morgan évoque plus largement la question du contrôle de nos actes et de nos œuvres, contrôle de nos idées et inspirations, contrôle de nos vies et des espaces que nous croyons sécures et que nous espérons abriter une réalité immuable. Et pour ébranler plus encore cette réalité, le fantastique sert ici à morceler, à compliquer, à dupliquer les repères en créant des doubles et des jeux de miroir dans les relations entre les personnages. Bulle d'oxygène vivifiante entre deux doses de frissons, le merveilleux En boucle de Junta Yamaguchi nous apporte ce que le Japon a de plus charmant et de plus poétique. On se retrouve aux côtés du personnel d'un hôtel pittoresque, coincé dans une boucle temporelle de 2 minutes, et si on pouvait craindre que l'exercice narratif ne devienne assez vite répétitif et peine à construire un récit avec des séquences aussi courtes, le résultat est inverse, puisque l'émotion et la ludicité vont crescendo. Réussissant à évoquer les émois individuels tout en célébrant l'énergie du collectif, En boucle donne parfois l'impression d'un film d'Isao Takahata en live, par son décor et par le jeu maniéré des comédiens, tout en tenant son principe de réalisation immersive, provoquant notre satisfaction par un judicieux équilibre entre ordre et désordre, quiétude et frénésie, joie abrupte et mélancolie douce. Un huis clos certes, spatial et temporel, mais tout sauf étouffant, surtout pour les nombreux amateurs de culture japonaise à compter parmi les habitués du PIF. Décidément, les années 2020 régurgitent les années 70, et cette fois-ci direction l'Australie pour Late Night with the Devil, qui travaille sur l'esthétique télévisuelle des 70s, dans un format quelque part entre le documentaire et le found footage. Nous nous retrouvons ainsi devant les images d'un late show américain, entrecoupé des séquences tournées en coulisses durant les coupures publicitaires. Un show supposé divertissant qui, au nom de la course à l'audimat, va progressivement tourner au cauchemar. Certes, le found footage est un genre éculé, et l'argument de la possession démoniaque inscrivant le film dans l'horreur et le fantastique n'est pas non plus de première fraîcheur, mais les frères Cameron et Colin Cairns tirent pleinement parti de la temporalité et du cadre de leur récit. Les codes de la télévision, faits de faux semblants et de réalité déformée, permet au duo de réalisateurs d'entremêler l'artificialité du média à celle de la fiction cinématographique et de ses simulacres de réalité. Un jeu maîtrisé des formes et des images qui leur permet de faire cohabiter avec audace des rires crispés, un malaise permanent, des variations de tension et des effets horrifiques volontairement kitsch car ancrés dans l'état d'esprit d'une époque et le sensationnalisme foireux d'une émission de télé. Je vis une situation délicate qui m'oblige à faire du mal. Le problème, c'est que si je le fais pas, je meurs. T'as juste à choisir ton préféré. Je vais te l'accrocher puis je vais te montrer comment le vider. Non, merci, j'ai pas faim. Les goûts, ça se développe. Tu vas voir, tu vas finir par aimer ça. J'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. Les parents sont pas un buffet. Tes dents sont sorties, t'es capable. Lors de la cérémonie de clôture, c'est un film canadien qui a remporté le prix du jury Ciné Plus Frisson et l'Œil d'Or, attribué par le public. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, est le premier long métrage de la réalisatrice et scénariste québécoise Ariane Louis XVI, qui propose ici un coming-to-age movie dont la protagoniste est une jeune buveuse de sang, rechignant à tuer les humains pour se nourrir, et interprétée par la touchante Sarah Monpetit, dont les sourcils expressifs mériteraient un article à eux seuls. Avec son rythme lent, calé sur le pouls de l'animal nocturne qu'est cette jeune vampiresse, le film d'Ariane Louis XVI nous fait stagner dans cette période de la vie, à l'orée de l'âge adulte, où les questions entassées depuis l'adolescence peinent encore à trouver des réponses claires et satisfaisantes. Difficulté à couper le cordon avec les parents, tiraillement entre la peur du rejet et celle de l'attachement, et bien sûr entrée maladroite dans la sexualité, la quête d'un coup à mordre draine ici les thématiques de ce récit d'apprentissage aux faux airs de comédie indépendante américaine. Si certaines séquences semblent mener nulle part, et si la lenteur et l'errance des personnages flirtent parfois dangereusement avec le délitement du récit, cette balade entre crépuscule et aurore parvient au final à nous faire partager sa sensibilité de vampire mélancolique et empathique, sa bonne volonté de pessimiste qui se soigne. T'as quel âge? 68. En ce cas, t'as vraiment pas l'air de 68 ans. Y a pas quelque chose que t'aimerais faire? Hein? Une dernière volonté. Je vais te régler ça, moi, cet humanisme-là. Il habite tout en ami. C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose. Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!